accusations infamantes lancées contre Jean-Luc Mélenchon et les Insoumis, et Benoît Hamon parce qu'il a subi les mêmes, et Yannick Jadot parce qu'il a subi les mêmes accusations d'islamo-gauchisme, ce sont des accusations qui visent à cacher les turpitudes de ceux qui, en réalité, on peut présenter des faits les concernant. L'extrême droite, par exemple, c'est un militant d'extrême droite qui fournit les armes aux frères Kouachi, qui tuent des journalistes à Charlie Hebdo. C'est un militant d'extrême droite qui attaque une mosquée et vise des citoyens musulmans. C'est le Front National qui se fait financer par les Émirats Arabes Unis, une banque émiratie à hauteur de 8 millions d'euros, alors que c'est un pays qui est placé sous surveillance internationale pour financement du terrorisme. Je termine. Lafarge, par exemple, c'est une société qui a financé Daesh, qui va passer en procès pour cela. Son chef de la sécurité est un militant du Front National, du Rassemblement National, candidat au municipal. Donc vous le savez, là on s'éloigne aussi. Non, on s'éloigne pas. Non, mais de ce que Bernard Cazeneuve a dit ce matin, il dit simplement que voilà, la France insoumise, par certaines de ses représentations, de ses mots, de ses discours, a contribué à une tension de climat. C'est tout ce que l'ancien Premier ministre dit. Le ministre de l'Intérieur, il a beaucoup à s'interroger sur ses responsabilités. Ils voulaient lutter contre ce qu'ils appellent le péril islamique. Cet homme appartient à une cellule clandestine de l'ultra-droite. Il a été interpellé samedi soir en Corse, tout comme 9 autres personnes, dont une femme issue de l'extrême droite radicale, et arrêtée dans différentes régions de France dans la nuit de samedi à dimanche, en Gironde, en Charente ou encore dans la Vienne. Tous appartenaient à un groupe clandestin issu des rangs du groupuscule AFO, Action des Forces Opérationnelles. Parmi ces hommes, un ancien vendeur de matériel militaire déclassé, d'anciens policiers, anciens gendarmes ou encore des militaires. Selon les enquêteurs, ces suspects préparaient des attaques contre des musulmans et des mosquées pour se venger des attentats islamistes commis en France ces dernières années. Ça n'est pas la première fois que les services de renseignement interviennent dans les milieux d'ultra-droite. En novembre 2017, 10 personnes avaient été interpellées alors qu'elles préparaient des actions violentes contre la communauté musulmane. Jean-Luc Mélenchon et Christophe Castaner, porte-parole du gouvernement, étaient-ils la cible d'un groupuscule d'ultra-droite? Hier, 9 hommes et une femme ont été interpellés en région parisienne et dans les environs de Marseille. Ils ont entre 17 et 25 ans. Ils sont actuellement en garde à vue dans les locaux de la sous-direction antiterroriste de la police judiciaire. Tous sont liés à Logan Alexandre Nizin, 21 ans, arrêté en juin dernier. Vous dites que ces arrestations ne règlent pas tout parce qu'il y a encore de l'activité, j'allais dire, autour de cette mouvance à l'heure qu'il est. Ces arrestations ne règlent pas tout parce que cet après-midi, en début d'après-midi, le site internet que l'on vient de voir a été remis à jour, ce qui est quand même assez curieux à partir du moment où les interpellations ont eu lieu et qu'il a d'ailleurs été enrichi d'une rubrique intitulée Judaïsme qui montre que le groupe ne s'intéresse visiblement pas qu'aux musulmans et à l'islam et qu'il y a également une dimension antisémite dans la propagande qui, en tout cas, est affichée aujourd'hui. Claude Herman était-il un trafiquant d'armes ou bien une taupe au service de la gendarmerie? C'est une des questions au cœur de ce procès qui implique 10 prévenus au total, dont cette figure de l'ultra-droite identitaire. Un homme au profil très varié, aux multiples casquettes, à la fois professionnel de la sécurité, mais aussi un passionné d'armes qui a, semble-t-il, plu aux gendarmes. C'est en tout cas sa ligne de défense. Lui qui explique avoir eu des contacts réguliers au vu d'enquêtes, justement, afin d'infiltrer des réseaux. Il s'explique pourquoi aussi il a été amené à importer de nombreuses armes venues d'Europe de l'Est. On a des personnes qui sont signalées à la gendarmerie, où on a des fournisseurs qui sont signalés à la gendarmerie, où on a des acquéreurs qui sont signalés à la gendarmerie. Après, il faut demander à la gendarmerie ce qui s'est passé dans le cadre du traitement de ces diverses informations.
Mercredi, 3 gendarmes cités comme témoins par la défense de Claude Herman vont donc eux aussi répondre aux questions et permettront peut-être justement d'éclairer les nombreuses zones d'ombre qui subsistent, d'autant que Claude Herman cet après-midi n'a pas franchement été clair sur certains aspects. Et puis il y a aussi l'affaire des armes qui sont tombées entre les mains d'Amédi Coulibaly, l'assaillant de l'attentat de l'Hypercacher en janvier 2015, des armes qui ont transité par le réseau de Claude Herman, une affaire qui risque forcément de polluer ce procès, un procès qui se terminera vendredi. Mission spéciale en région parisienne. C'était lors de l'hiver 97. Claude Herman est envoyé par le service d'ordre du Front National dans le quartier chaud de Beauval à Meaux. Donc voilà où j'ai traîné le plus clair de mon temps autour du centre commercial afin de glaner le maximum de renseignements pour savoir qui, quand, comment, pourquoi, quels étaient les jeunes de banlieue qui foutaient la merde, quelles étaient les bandes les plus renommées. Donc voilà, nous sommes arrivés. J'allais dans les bars, je me rapprochais des commerçants, je buvais un petit café tranquillement, je me mélangeais à la populace, je discutais avec les Français qui voulaient bien, on engageait des conversations et au bout de 2-3 verres, les gens parlent quoi. Les gens aiment leur cité, les gens parlent de leur cité, donc c'était vraiment pas un souci. Claude Herman mémorise les informations et c'est à un certain Alexandre, responsable départemental du service d'ordre, qu'il remet ses notes. Concrètement, ça veut dire tout ça, c'est se mettre en plan, que surveiller, noter, que c'est une véritable mission d'infiltration et de renseignement, oui. Cette véritable mission policière répond à un objectif politique. C'est en tout cas ce qu'a révélé Claude Herman en juin dernier dans les colonnes de Libération. Inciter les jeunes à la rébellion. Inciter les jeunes à la rébellion. Inciter les jeunes à la rébellion. À l'époque, il parle déjà d'opérations spéciales ordonnées par ses supérieurs. La déstabilisation de certaines banlieues ciblées. Retour en région parisienne. À Meaux. Claude Herman explique quel était l'objectif de sa mission de surveillance dans le quartier de Beauval, une banlieue classée à risque. Je m'étais aperçu pendant les 4 jours de ma surveillance que sur le boulevard il y avait une vente de drogue, de shit et d'héroïne. J'ai commencé à repérer les clients potentiels et j'avais repéré pendant ces 4 jours une BMW, une 316 injection noire qui était susceptible de pouvoir nous intéresser pour le type d'opération qu'on voulait mener. J'avais repéré la voiture, j'avais repéré les occupants, j'ai relevé la plaque et effectivement c'est une voiture qui venait pendant ces 4 jours, elle venait régulièrement s'approvisionner. Et ce n'était pas, pas s'approvisionner pour une consommation personnelle. Elle venait s'approvisionner pour un deal beaucoup plus gros. Et de là a germé l'idée de se servir de cette voiture et de cette plaque numérologique afin de créer une merde entre ces deux bandes rivales. Suite à ce rapport, il a été soumis à Paris. Paris a donné son feu vert pour une opération. Inciter les jeunes à la rébellion. La deuxième phase de la mission de Claude Herman dans le quartier de Beauval peut s'enclencher. L'opération a consisté simplement à récupérer une voiture du même modèle, de mettre des plaques dessus et de venir sur place ici et mettre un ou deux coups de fusil. Une voiture identique est volée par le groupe dans les environs, puis équipée de fausses plaques. Le soir de l'opération, la voiture volée était amenée chez M. Alexandre. J'étais déjà sur place parce que je dormais chez lui à l'époque pendant cette opération. Donc elle a été maquillée dans son garage, qui est situé à droite de sa maison. Et puis nous sommes montés à 4, dedans il y avait un chauffeur, soi-disant professionnel. Bon, je ne vais pas mettre ses capacités en doute. M. Alexandre me l'avait présenté comme ça, donc c'est un chauffeur professionnel. Je suis moi-même monté devant pour diriger la voiture, pour être sûr qu'il ne se trompe pas de cible ou qu'il ne fasse pas n'importe quoi. Et puis on est revenu sous le quartier, c'était aux alentours de 22 h. Donc on a remonté le long du boulevard. Il y avait M. Alexandre derrière avec un autre. Les vitres de la BMW se sont baissées, ils ont passé un fusil à pompe et ils ont tiré 2 coups de fusil. Il faut savoir que le fusil à pompe était chargé avec des cartouches à bourre-papier, donc c'était des rats blancs. Il ne pouvait y avoir aucun blessé, mais ce n'était pas le but recherché. Le but recherché, c'était de mener une déstabilisation et une guerre entre deux gangs. Outre des armes de guerre, ces militants auraient disposé aussi d'une organisation fournissant des faux papiers et de l'argent liquide.
À l'époque, on avait un système de boîte aux lettres fait par les cabines publiques. C'est-à-dire, moi, par exemple, je vais demander aujourd'hui, j'ai besoin de 10 000 francs pour X raisons. J'appelle la cabine Intel, on me répond c'est OK. Je donne un numéro de cabine où je serai moi de permanence à cette cabine tel jour, de telle heure à telle heure, deux dates en suivant, au cas où on en louperait une, où la réponse n'est pas encore faite. On me donne la réponse, on me dit voilà, ça sera telle piscine, tel casier, tel jour. De là, ce jour-là, je prends mon maillot de bain, je vais à la piscine, je récupère dans le casier, et voilà. Claude Herman ne fait plus partie du département protection et sécurité depuis 1999. Mais cette structure parallèle qu'il a utilisée à l'époque, Claude Herman se dit prêt aujourd'hui à nous montrer qu'elle fonctionne encore, au moins partiellement. À notre demande, il va passer commande comme il le faisait par le passé. La procédure est simple. Il lui faut utiliser un certain numéro de cabine téléphonique. À l'autre bout du fil, un homme assure une permanence 1 heure par jour. Claude Herman va commander des faux papiers et une arme munie d'un silencieux. Ouais, salut. Contact d'hier, 2578. Dis, Sa demande est à peine codée. On va décaler, mais là j'ai une commande à passer, j'ai le ferme maintenant, donc on peut. C'est pas comme hier, hein? Donc il me faudrait très vite, assez rapidement, c'est-à-dire dans un délai très court, parce que malheureusement je suis pressé par le temps. Donc il me faudrait déjà 2 autorisations de circuler intramuros, 2 autorisations de sortie de territoire. Il me faudrait également, j'ai 4 amis qui vont être carte chevanée également, si tu peux t'occuper de ça. Donc vierge. Et il me faudrait une identité complète au premier degré, c'est-à-dire que je puisse travailler. C'est pour une OP, donc une OP sur... que je dise pas de bêtises, oui, c'est sur les 15 jours. Donc il faut aussi également la première identité. Et j'aurais besoin également, pour la même opération, j'ai besoin de quelqu'un d'un matériel discret. Discret, petit et fiable. Avec une vingtaine de dragées, ça sera largement suffisant. Donc il me faudrait l'ensemble au maximum pour jeudi matin. Ok, bon courage, à plus. À l'autre bout du fil, un nouveau rendez-vous a été donné. J'imagine le souci. Pour récupérer sa commande, il doit retourner au même hôtel que la veille. Son interlocuteur l'a prévenu. Les femmes de ménage passent avant midi. Ils ont été intelligents sur ce coup-là. Sa commande est donc cachée quelque part dans la chambre 204 de cet hôtel. Putain, j'espère qu'ils n'ont pas fait de ménage. Et sous le matelas, une enveloppe. Nous avons donc... À l'intérieur de l'enveloppe, les faux papiers sur lesquels ont été apposées les photos de Herman. Plastique préfectoral, ainsi de suite. Donc vous voyez, il n'y a pas de souci. Enfin, il y a aussi un pistolet automatique de calibre 6,35, muni de son silencieux. Ce réseau, j'ai connu l'existence par le biais de la haute autorité en matière de sécurité au niveau du Front National en 96-97. C'est un réseau qu'il avait mis en place pour récupérer les papiers, les armes et ainsi de suite, pour les diverses infiltrations au niveau des banlieues, au niveau des associations et également pour son travail à l'étranger. Mais concrètement, ça se passe comment? On vous convoque un jour, on vous dit voilà, il faut que je te dise qu'il y a un réseau qui sert à ça, ça et ça. Comment ça se passe? Non, c'est-à-dire on essaye de repérer les éléments de valeur. Ces éléments de valeur, ensuite, on les motive, on leur explique qu'il existe d'autres choses, et puis oui, ça se passe comme ça. Un jour, on vous convoque au bureau en disant voilà, nous avons toute confiance en toi, et il y a possibilité pour toi d'aller beaucoup plus haut avec des salaires meilleurs, un avenir meilleur, voir le sable chaud et le soleil, et puis des pays, un peu d'exotisme. Donc vous acceptez ou n'acceptez pas. Si vous n'acceptez pas, on vous demande la plus grande discrétion. Mais il est bien rare que les gens n'acceptent pas. On vous avance pas tellement bien que, je veux dire, on vous propose de salaire, protection, assurance et voyage qui n'accepteraient pas.